Abanim bayo bayo wendiache, abakekulo tense. Abanim bayo bayo wendiache, kreche. Abanim bayo bayo wendiache, abakekulo tense. Abanim bayo bayo wendiache, kreche. Comme dans un très vieux rythme and blues, on peut dire baby I love you et le répéter 10 ou 12 fois sans que ce soit du mauvais goût. Comme dans un très vieux rock and roll, on peut dire baby I miss you. Même en se plantant dans les paroles, si c'est de l'anglais, tout le monde s'en fout. Moi, je voudrais te dire bêtement je t'aime. Et le répéter sans arrêt, 100 fois par jour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Là, je suis convaincue qu'on s'entend. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver avec vous. Et rassurez-vous, nous sommes là pour un partage. Parce que les expériences des uns et des autres vont nous enrichir, nous aussi. Préparez-vous à nous partager votre expérience quand nous allons vous le demander. Et surtout, tout ce que nous aurons à partager ici n'est que le fruit d'un tout petit travail. Chaque couple devra poursuivre ce travail chez soi pour qu'il puisse porter des fruits dans nos ménages. Merci pour votre attention. À la suite de madame, je vous adresse une fois de plus le micro, ça donne. Ça donne. Je suis un enseignant, donc je n'ai pas de problème pour parler dans une salle avec cette dimension. À sa suite, je vous transmets aussi mes salutations. Et ce soir, nous allons parler mariage. C'est vrai, on parle de flamme. Généralement, lorsqu'on parle de flamme, ça fait peur. Parce que la flamme, ça brûle. On évite de mettre sa main là où il y a la flamme, parce que en dessous de la flamme, il y a le feu. Et la flamme n'est que l'élément visible, le plus visible du feu. Peut-être même la preuve qu'il y a feu, c'est la flamme que nous voyons. Mais aujourd'hui, il est question, ce soir, il est question d'aborder cette flamme. Ce feu. Mais heureusement pour nous, ce sera une flamme qui va rayonner. C'est un feu qui va nous embraser sans nous consumer. C'est de ce feu de l'amour que nous aurons à parler aujourd'hui. Et nous sommes ici entre grandes personnes. Ça veut dire que s'il est nécessaire d'aborder certaines thématiques, nous n'aurions pas besoin de faire des chichis. Cela étant dit, nous allons parler de la flamme de l'amour. Comment la garder? Parce que lorsqu'on parle déjà du feu, qu'est-ce que représente le feu? Dans la culture qui est la nôtre, le feu est synonyme de vie. Là où il n'y a plus le feu, ça veut dire que la vie s'est achevée à ce niveau-là. On a eu une fois pour toutes. Nous avons suffisamment de bois qui vont se faire captiver. C'est cette responsabilité que nous allons essayer de voir ce soir. Ou peut-être de la famille, pour certains, que nous avons en vue d'orienter le passage de ce soir suivant 3 axes. Maurice Redoncel. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par les bases du propos.
d'abord essayer de voir les constituants du couple. Vous allez convenir avec moi que jusqu'à preuve du contraire, chez nous en Afrique particulièrement, le couple reste constitué d'un homme et d'une femme. Alors ainsi, pour parler du couple, il s'agit de deux personnes. Deux personnes qui prennent avec elles leur histoire, leur tard, leur joie, leur peine, bref, tout ce qu'elles constituent. Et pour cela, pour constituer un couple à deux, il faut pouvoir s'arrêter sur chacune des personnes. Ainsi donc, les bases sont à deux niveaux. Au niveau de la personne seule et ensuite au niveau du couple, donc ensemble. Au niveau de la personne seule, nous pensons qu'il est important que tout ce que nous avons reçu comme éducation et toutes les richesses de la rencontre que nous avons eue avec nos propres parents, parce que la famille est le premier lieu social, la rencontre que nous avons eue avec nos parents nous aide à avoir une certaine éducation. Et celle-ci est socio-psychologique. Elle n'est pas d'abord intellectuelle, parce que tout le poids de notre histoire, de nos origines et de notre généalogie nous suivent. Ainsi, les connaissances que nous essayons d'acquérir par tous les moyens, autant dans la formation que nous recevons des autres que dans l'auto-formation, tous ces éléments nous aident à pouvoir achever en nous la personnalité qui était déjà. Parce que plus ou moins chacun naît avec une personnalité qui se confirme avec le temps ou alors s'améliore avec le temps. Ainsi, nous pensons que les éléments nécessaires pour chacun afin de former un bon couple sont tout d'abord le choix de vie. Nous entendons ici par choix de vie, qu'est-ce qu'on compte faire plus tard? Dans le jargon spirituel, on parle précisément de la vocation. Alors, en plus d'avoir ce choix de vie, il est important d'œuvrer pour son choix. Ça veut dire poser des actions qui contribuent au choix que nous aurons fait. Si nous posons des actions qui sont contraires à ce que nous pensons, à un moment, il y aura des phasages dans notre personnalité et dans les actions que nous aurons à mener. Il est question aussi de préparer son esprit, son cœur et son corps. Préparer son esprit, son cœur et son corps en ayant des pensées positives et en essayant de garder une mentalité appropriée au choix que nous aurons fait. Maintenir en soi les bonnes manières. La politesse n'est pas seulement pour répondre aux questions du maître à l'école primaire. Ce sont des valeurs que nous devons acquérir et surtout que nous devons conserver. Donc ces bonnes manières, à savoir la politesse, la courtoisie, la dignité, la sérénité, le respect et j'en passe. Nous le savons tous. Avoir confiance en soi. Il est important d'avoir confiance en soi pour pouvoir plus tard fonder un couple. Prenez les valeurs. Nous avons beaucoup de choses qui nous sont proposées de part et d'autre. Mais dans toutes ces choses, nous avons des choix à faire. Que comptons-nous faire? Est-ce que nous suivons à l'aveugle, comme un aveugle ou à l'aveuglette, ce qui nous est demandé ou ce qui nous est dit? Ou alors nous essayons de choisir parmi tout ce qui nous est proposé, ce qui convient aux valeurs. Croire en l'amour sincère et vrai. Nous aurons certainement vu autour de nous des gens qui ont eu des expériences heureuses et malheureuses, quelquefois nos propres parents même. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas croire à l'amour? Est-ce que c'est une raison pour ne pas penser que l'amour est possible? Nous pensons que non. Il est bon de garder en soi cette croyance-là, parce que si nous regardons bien autour de nous, il n'y a pas que eu des échecs. Il y a eu des réussites dans certains ménages. Et si nous pensons positif, nous allons œuvrer davantage pour que notre propre ménage soit une réussite. Après chacune des personnes qui constituent le couple, ensemble nous avons aussi à faire, une fois que nous avons rencontré
la personne que nous disons entre guillemets l'âme sœur. Parce que ce n'est pas dès la rencontre que nous pouvons déjà dire que c'est l'âme sœur. Il y a un certain cheminement qui nous permettra de l'affirmer ou de l'infirmer. Ainsi, nous proposons que, ensemble, nous devons garder notre sang-froid. Ça veut dire garder la raison face à la personne que nous avons devant nous. Parce que nous pouvons la rencontrer à un lieu quelconque et dans des circonstances quelconques. Donc il est mieux de rester soi-même, de garder son sang-froid. Nous proposons ensuite de discerner sans trop de précipitation. Ce n'est pas parce que nous espérons et nous avons souhaité nous marier un jour que la première personne que nous allons rencontrer, nous allons dire c'est lui. Ou alors celle qui va nous regarder avec le regard qui nous convient le mieux, nous dirons c'est sûr que c'est elle. Non, nous pensons qu'il faut discerner. Ensuite, choisir l'élu de son cœur, pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on veut lui offrir de l'amour. Je reprends, choisir l'élu de son cœur, pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on a de l'amour à lui offrir. Ainsi, le meilleur sera possible pour tous. Quand on offre ce qu'on a, il est fort possible que chacun reçoive ce qu'on lui offre. Parce que si on attend seulement recevoir, à un moment donné, on sera buté. Beaucoup parler entre soi, une fois qu'on s'est rencontrés, beaucoup parler de soi, se trouver du temps afin de mieux se connaître les origines de chacun, connaître ce qui plaît à l'autre, ce qui ne lui plaît pas, ses points positifs, ses points négatifs, ça veut dire que ses qualités et ses défauts. Bref, tout faire, se rencontrer très souvent dans des lieux indiqués afin de se connaître en profondeur et en vérité. Ceci aidera à cultiver l'amitié. En partageant ces bons moments, on a l'occasion de se connaître vraiment. De se connaître pas seulement pour ce qu'on pense, mais pour ce qui est. Et nous proposons aux uns aux autres de pouvoir parler du futur ménage qu'on voudrait fonder ensemble. Qu'est-ce que nous pensons? Quel type de ménage nous souhaitons avoir? Combien d'enfants nous souhaitons avoir? Comment notre maison devra-t-elle être? Ainsi de suite. Si chacun travaille déjà, comment nous envisageons gérer nos revenus? Essayer de voir dans quelle mesure établir un budget prévisionnel en attendant de l'ajuster en temps opportun. Bref, parler des projets. Essayez de vérifier les compatibilités à plusieurs niveaux. Sur le plan social, qu'est-ce qui plaît à mon futur? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui dans sa tradition est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce qu'il envisage faire demain? Ainsi de suite. Bref, tout ce qui concerne l'aspect social. Sur le plan médical, quels sont les indicatifs de son groupe sanguin? Quelles sont les maladies possibles si nous nous mettons ensemble? Son électrophorèse, qu'en est-il? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle maladies sexuellement transmissibles? Si oui, lesquelles? Qu'en pense-t-il? Bref, échanger sur beaucoup d'aspects médicaux. Essayez de voir le plan spirituel. Quelles sont les aspirations de la personne? Est-ce qu'il est un adepte des religions traditionnelles? Si oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est musulman? Bref, connaître la vie spirituelle de la personne. À quoi consiste le métier de l'autre? Sa formation apportée sur quoi? Ainsi, vous pourrez mieux connaître ses émotions, mieux comprendre ses émotions, je veux dire. Parce que face à une émission télé, face à un
le bonheur plus tard aura suffisamment de difficultés pour s'installer à cause des éléments que nous aurons négligés. Ainsi, quelques éléments énumérés en attendant l'échange de tout à l'heure, nous allons essayer de voir pourquoi est-il nécessaire de garder la flamme. Les éléments qui viennent d'être énumérés, on peut les appeler comme des prérequis. C'est à partir de là qu'on prend le départ, on veut avancer. On dit pourquoi garder la flamme allumée. Une réponse, peut-être même la réponse qu'on pourrait donner à cette interrogation, toute simple. C'est pour qu'elle ne s'éteigne pas. On peut tourner la page et aller et passer à autre chose. Parce que ne pas vouloir éteindre la flamme de l'amour, c'est vouloir la garder vivante. On sait que entre le vivant et le mort, il n'y a aucune ressemblance. Nous tous, nous avons souvent été face à des cadavres. La plupart du temps, le cadavre ne ressemble pas à la personne que nous avons connue. C'est tout autre chose. Et en ce qui concerne le mariage, voilà donc une des premières motivations. Nous devons éviter qu'on en arrive à ce niveau. Parce que nous connaissons les dégâts, nous connaissons les souffrances, nous connaissons les blessures dont on peut être victime lorsque l'amour a foutu le camp. Et nous savons qu'aujourd'hui, notre société contemporaine est plus, dans cette société, l'amour conjugal, c'est-à-dire l'amour des époux, est plus que jamais menacé. Tout concourt à menacer l'amour conjugal. Et si on n'est pas vigilant, on risque d'être emporté. Il y a des courants de pensée qui sont là pour nous éloigner, qui nous empêchent de vivre pleinement notre amour conjugal. Il y a même ce qu'on appelle le train-train quotidien. Nous avons tous envie, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est sûr. Mais quelquefois, pour vivre, nous avons besoin de courir. À force de courir pour aller chercher le matériel qui nous permet, notre vie biologique, sur le plan sentimental, il arrive qu'on trouve par là l'occasion de s'éloigner un peu. C'est la raison pour laquelle on dit que la société contemporaine, il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous éloigner de notre amour conjugal. Donc, il faut garder cette flamme allumée pour protéger cet amour. Il a besoin d'être protégé. En plus de la protection, il a également besoin d'être entretenu. Et dans cet entretien, on va prendre en compte tous les ingrédients. Parce qu'il faut des ingrédients. Lorsque j'allume un peu, je suis conscient que la flamme ne sera jamais la même. Il y a des moments où elle monte. Nous avons une bonne flamme et il y a des moments où elle se met à baisser. Donc il est question de prendre des dispositions pour que l'amour conjugal soit vécu dans la qualité et dans la durée. Parce que lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. Ce n'est pas le temps que va durer l'amour. On doit garder la flamme allumée afin que l'amour puisse durer toute la vie. C'est la raison pour laquelle on va essayer de voir quelques éléments qui peuvent nous aider à garder cette flamme allumée. L'amour, comme toute chose précieuse,
parce que là au moins nous pensons que nous sommes unanimes. L'amour est précieux. Il mérite qu'on en prenne soin. Mais alors, chaque couple a son histoire. Chaque couple a son parcours. Chaque couple connaît ses réalités. Ça ne marche, ça ne fonctionne pas comme dans Microsoft Word, copier, coller. C'est pas possible. Il y a des choses qui peuvent nous intéresser ou nous attirer ou nous marquer certainement chez les uns ou chez les autres, mais prenons toujours sur nous de pouvoir voir à notre niveau ce qui est possible. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Bref, essayez toujours de se remettre en question. Ne pas hésiter à se donner du temps. La chose la plus délicate aujourd'hui, c'est le temps. Mais pourtant, la principale chose que nous conseillons au couple, c'est de se donner du temps. Le monde aujourd'hui nous entraîne dans tous les sens. Nous sommes tous à la course du gain, des moyens de suivi, mais n'oublions pas que pour pouvoir trouver ces moyens-là, ou pour pouvoir arriver à cette finalité, nous devons être debout. Et nos mamans aimaient souvent dire, quand un couple se porte bien, observe leur visage le matin. C'est facile à constater. Quand tout va bien, les femmes qui me regardent là, c'est comme je vois là. Et quand c'est les hommes, le visage est comme celui que... Le visage est radieux. Il y a des rayons de joie qui transparaissent et qui se laissent voir. Mais quand tout va mal, Dieu seul sait. Beaucoup le savent ici mieux que nous. On sort tout triste et quelquefois, cette tristesse-là essaye de nous suivre toute la journée. Alors nous proposons de tout faire pour se trouver du temps pour mieux parler, pour faire le point, surtout le temps pour recharger toujours ce que Gary Chapman a appelé notre réservoir émotionnel. Il a proposé, Gary Chapman par exemple, il a proposé les langages de l'amour. Il y en a 5. Nous allons les énumérer assez rapidement. Les moments de qualité, c'est un peu ce temps-là qu'on conseille d'avoir, mais dans ce temps, que chaque couple y mette des ingrédients qui lui conviennent le mieux. Mais toujours est-il que c'est le temps de s'arrêter pour soi, c'est le temps de faire ce qui nous plaît, c'est le temps de faire ce qui plaît à notre conjoint, c'est le temps de nous rappeler que nous sommes un couple et que nous souhaitons être heureux. Alors, on commence par l'instant. Les services rendus, les petites choses que nous pouvons faire pour faciliter la vie à notre conjoint ou à notre fiancé et par ricochet, faciliter la vie dans notre ménage. Parce que quand l'un est heureux, l'autre l'est, alors le ménage se porte bien. Les paroles valorisantes, elles se résument juste à ces petites paroles-là qui font du bien à lui et qui font du bien à tout le monde. Savoir dire merci, savoir apprécier le repas, savoir apprécier le costume de monsieur quand il se fait beau pour vous, le couple y met ce dont il a besoin. Mais toujours est-il qu'il est important de s'arrêter ensemble pour essayer d'évaluer et d'en parler. Le toucher physique, pouvoir se toucher, aussi banalement que cela puisse être, pouvoir se toucher pour pouvoir apprécier la douceur de la peau qu'on a choisie. On a fait un bon choix parce que généralement le toucher va avec le regard. Bref, pouvoir se toucher et encore se toucher. Les cadeaux. Si ce n'est qu'un sourire, ça peut être un cadeau. Si ce n'est qu'un bonbon, ça peut être un cadeau. Si c'est la voiture surprise pour l'anniversaire, c'est un cadeau. Les besoins du conjoint. À côté de ces langages de l'amour,
Si nous n'allons pas à la source de l'amour, où le pardon s'est fait vivant, nous ne pourrons pas toujours être prêts à pardonner parce que notre force et nos capacités humaines ne vont pas nous faciliter la chose. Ainsi, nous conseillons au couple qu'en plus des moments de qualité qui peuvent passer ensemble, qu'ils aient ce moment de qualité qui s'appelle la prière. Prier ensemble pour garder présent Dieu qui est amour, afin que notre amour reste vivant. Et aussi, n'oublions pas que, quel que soit ce que nous aurons à faire, si nous le faisons sans une volonté profonde, sans un choix profond de vivre sincèrement la relation dans laquelle nous sommes engagés, nos efforts seront vains. Donc nous souhaitons et conseillons aux uns et aux autres que par-dessus tout, croyons en ce que nous avons souhaité, œuvrons pour avoir ce que nous avons souhaité et restons actifs chacun pour que ce que nous avons souhaité soit une réalité. Parce qu'il est possible d'aimer, de s'aimer et de vivre heureux. Il est possible d'aimer, de s'aimer et de vivre heureux. Nous venons de parler des langages de l'amour. Le but c'est lequel? C'est de raviver la flamme. Il est question de parler au conjoint le langage qu'il comprend le mieux. Le langage qu'il comprend le mieux. Si vous parlez en amour à votre conjoint, un langage qu'il ne comprend pas, quelle que soit votre bonne volonté, il y aura toujours problème. Qu'est-ce qui fait frémir mon conjoint? Quel est l'acte d'amour que quand je le pose, mon conjoint ressent que ici le réseau est bon? Il faut que je sois capable de le connaître et de le parler. Les 5 langages de l'amour ont été énumérés. Il faut que parmi les 5, je retrouve. Et si on a parlé de ces 5 langages, ça ne veut pas dire qu'on va les dissocier. Si j'ai parlé un, ça va. Non. Le conjoint a besoin de tous ces langages. Mais il y a une hiérarchie. Ne me dites pas que vous allez, puisque votre conjoint est sensible aux paroles valorisantes, vous allez vous arrêter aux paroles valorisantes sans toutefois arriver au toucher physique. Moi, j'aime souvent dire que le toucher physique, c'est la conclusion. Et lui, il détermine la manière avec laquelle tous les autres langages se sont passés. Les autres, lorsqu'ils se sont bien passés, lorsqu'on arrive à l'élément fondamental du toucher physique, qui est l'union sexuelle, ça devient un véritable épanouissement. Et là également, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pouvoir vérifier que cette union sexuelle est source d'épanouissement. En d'autres termes, est-ce que l'union sexuelle nous permet véritablement de mettre du piment dans la sauce de notre amour? Ça, c'est une question à laquelle on aura à répondre. Parce que, étant donné que nous avons l'habitude d'accompagner des couples, c'est des sujets qui reviennent. Est-ce qu'on prend souvent le temps d'évaluer? C'était comment? Est-ce que c'était bon? Comment est-ce que tu as ressenti? Je t'attribue 12 sur 20. Il faut pouvoir évaluer. Sinon, on ne sera pas là où on va et il y a quelque chose qui manquera toujours. Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'un aboutissement. Il y a un ensemble de choses qui se sont passées avant. Et on doit être assez attentif, assez vigilant pour vivre pleinement l'amour. Être capable de vivre cet amour au quotidien, chaque jour. Pour ceux qui sont mariés,
déjà chrétiennement, ils ont pris cet engagement. Je te prends pour époux, je te prends pour épouse, pour t'aimer fidèlement tous les jours. Donc c'est un engagement que nous avons pris de façon solennelle. Et c'est cet engagement que nous sommes en train de répéter ici. L'engagement que vous avez pris, sans contrainte, aimer fidèlement tous les jours. C'est vous qui avez prononcé ce mot. Donc il est question de le rendre concret. Et pour vivre l'amour conjugal, pour garder la flamme allumée, il faut pouvoir vivre l'amour conjugal au présent. Le présent. Le passé et le futur, on les évacue. Si on fait référence au passé, c'est pour trouver les sources, des forces qui vont nous aider à vivre le présent. Tout ce qui s'est mal passé, toutes les blessures du passé, on les évacue. Demain, on ne réfléchit pas par rapport à demain. Tout ce que nous devons savoir, c'est que ce que nous avons à faire doit nous amener à aimer aujourd'hui plus qu'hier. Je dois pouvoir aimer mon conjoint aujourd'hui plus qu'hier. Demain sera sûrement un autre jour. En attendant que demain devienne aujourd'hui, j'aime mon conjoint plus qu'hier. Donc, voilà un peu assez ramassé ce que nous avons prévu pour partager avec vous en ce petit laps de temps, parce qu'il faut vraiment le dire, le temps prévu pour cela. Et nous savons qu'il y a certainement des aspects sur lesquels nous ne nous sommes pas appesantis. Nous savons que certainement il y a des zones d'ombre que certains ont pu déceler. C'est ainsi que nous vous prions de nous aider à pouvoir peut-être apporter un peu plus de lumière à ces zones d'ombre-là. Des papiers vous ont été distribués, vous pouvez y noter la question ou alors l'observation que vous avez à faire et nous allons les récupérer pour pouvoir vous apporter une lumière. Kulevo blalo gudo tono mide Meno propo kulevo realitone Oui compte moi da sinchele kuleo Pressé tu rentres encore chez lui Académie consoni Wani aussi Le même ambazaton ne t'inspire plus Oui compte banado Vive si c'est nio Que pour l'instant Faut tout lui cacher N'envolez-nous tes bons Ton coup de fil Blalo quand tu dis ne tient qu'à un coup de fil. Moi non pas de Bible mi ouais. Je n'aime que toi, tu me rends folle. Ah non pas de tirou non ouais. Je n'aime que toi, prends soin de toi. Ce soir, je pleure sur mon sort, quelle misère. Car c'est avec lui que tu pars fêter ton anniversaire. Ce soir, je pleure sur mon sort, quelle misère. Ouais, quoi, y'a beau, mina y doit l'université, oui. Y'a contre son orao, les années perdues. Histoire chénéo, ayant je te jure d'être vécu. À non pas de Bible, je n'aime que toi, tu me rends folle. À non pas de tirou, non, ouais. Coup de V, mille doigts sans. J'ai le CVV, ma tuena ou la C. Un badassi mudeo. Et nous n'y, Giovanni, on nous si c'est n'y
Floman Formaye nous qu'est foulou Formaye les via avec formouillé Formaye et y Floman l'amour ça fait rêver ça fait pleurer l'amour ça fait grandir ça fait mourir Formaye au bord des diamants Que faut-il faire pour ne pas se fâcher dans le couple? Rien. Si dans votre couple, vous ne vous fâchez pas souvent, sachez que votre couple a un grave problème. Oui, vous êtes deux personnes différentes avec deux tempéraments différents. Si vous ne vous fâchez pas souvent, vous avez un grave problème. Le problème n'est pas la colère, mais la cause de la colère. Le problème n'est pas d'être fâché ou pas. Comment faire quand on est fâché? À chacun de demander la bonne connexion à son conjoint. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de cette question, une autre personne a posé comme question: pendant combien de temps peut-on rester en colère contre quelqu'un dont on est amoureux? J'ai une proposition à vous faire, c'est que fâchez-vous véritablement. Si vous voulez même gueuler, mais prenez 30 secondes pour tout ça. 30 secondes. 30 secondes. Est-ce qu'il est possible de rester fâché longtemps contre quelqu'un qu'on aime? On peut être blessé par quelque chose qui s'est passé, mais par amour pour la personne, on fait l'effort de prendre très vite le dessus. Parce que la colère est mauvais conseiller. Elle va nous entraîner dans des pensées qui vont nous détruire. Certes, on a mal, mais évitons surtout de faire mal. Ça, c'est ce que nous pensons pour que le réseau reste plein. Si vous brouillez le réseau, c'est vous-même qui allez en souffrir. Le plus tôt possible, il est mieux de sortir de la colère. Parce que nous devons vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Une autre personne voudrait savoir la conduite à tenir. Parce que lorsqu'elle est soupçonnée d'infidélité par sa femme, alors que la personne se reconnaît fidèle. C'est difficile à dire. La réponse est difficile à donner. Difficile pourquoi? Parce que le problème ne se trouve pas dans le soupçon d'infidélité. Le problème est celui de la confiance. Et c'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la confiance soit rompue au sein de ce couple? C'est là où il faut partir. C'est à ce niveau qu'il faut chercher le mal et voir dans quelle mesure guérir ce mal pour que la confiance revienne dans le couple. Parce que tant qu'il n'y aura pas de confiance, des soupçons, on en aura toujours. Donc c'est la confiance qui a travaillé. Et ça nous renvoie aux bases de notre couple. Nous avons parlé tout à l'heure des bases du couple. Après les bases individuelles, les bases que nous avons mises ensemble, nous les avons faites comment? Même si nous avons déjà fait du chemin ensemble, il est possible de se remettre en question et autant que possible de corriger le tir pour pouvoir faire ce qui est le mieux pour la suivi de notre vie conjugale. Parce que les soupçons, quelquefois, n'aident pas beaucoup à la construction. Mais à partir du moment où ils sont là, il faudrait mieux guérir la plaie que de la cacher. L'absence d'un enfant dans un foyer religieusement marié peut-elle conduire à la dislocation du foyer? Normalement, non. Non et non. Le couple qui a été constitué, le couple qui s'est marié, l'enfant ne fait pas partie de ce couple. L'enfant ne fait pas partie de ce couple.
l'enfant n'est pas une condition pour le mariage, ni pour que le mariage tienne. Même pour les couples qui ont déjà des enfants, d'ici quelques années, ces enfants vont partir, ils vont vous laisser. Vous allez rester seul. Mais à ce niveau, que ce couple s'arrête pour savoir quel est le problème. Est-ce que c'est l'enfant qui ne vient pas qui est le problème, ou c'est le couple qui est le problème pour que l'enfant ne vienne pas? On ne peut pas généraliser les problèmes de couple parce que nous l'avons dit tantôt, chaque couple a son histoire et son parcours. Dans les bases individuelles, je dois pouvoir préserver mon corps, mon cœur, autant que mon esprit pour une vie future. Parce que si le corps a été abîmé par pas mal de choses, on ne va pas s'en prendre au conjoint parce que l'enfant ne vient pas. Si le corps connaît des malformations qu'on a cachées au conjoint, c'est même une cause de nullité du mariage. Donc il faut prendre le problème que nous avons avec beaucoup de sérieux et essayer de voir où est la source du problème. Mais alors, si jamais l'enfant ne vient pas, l'enfant n'est pas que celui qu'on a fait. L'Église catholique à laquelle nous appartenons, catholique romaine, demande de rester ouvert à la vie. Ce n'est pas seulement la vie qu'on donne parce qu'on porte dans ses entrailles, mais la vie qu'on communique, la vie qu'on offre, la vie qu'on porte en soi et qu'on donne aux autres. En restant ouvert, on a un cœur disposé à pouvoir tenir dans des situations difficiles et à trouver un moyen pour résoudre le problème, soit par une adoption, soit en aidant les enfants en situation quelque part. Donc voilà, un peu ramasser les quelques raisons qui peuvent être évoquées, mais que les concernés se rapprochent des spécialistes pour savoir exactement quel est le problème. Bon, je vais essayer de lire pour moi-même comprendre. Vous avez bien mis Dieu, vous avez bien dit que Dieu est au cœur de la vie conjugale, sans faire un clin d'œil à la famille, c'est-à-dire les parents, qui influencent le couple à des moments. Qu'en pensez-vous? Nous pensons que chacun est issu d'une famille. Et quand nous avons décidé de constituer notre couple, ce n'est pas sans notre famille, c'est à côté de notre famille. Donc nous devons rester socialement ouverts à vivre avec la famille sans oublier que la famille ne fait pas partie du couple. Le couple, c'est deux personnes, le mari et la femme. La famille est d'où nous venons et l'environnement avec lequel nous sommes obligés de vivre. Ça veut dire que nous devons nous arrêter pour voir comment organiser la vie avec nos parents, la vie avec nos amis, la vie avec toutes les personnes qui nous entourent. On ne peut pas vivre sans la famille, on ne peut non plus vivre au rythme de la famille. Nous avons parlé de protéger son couple, de protéger son mariage. Il est également question de protéger son couple contre la famille. Et c'est en allumant et en gardant allumée cette flamme qu'on pourra le mieux protéger son couple contre la famille. Sinon, la famille risque de nous aider à éteindre notre flamme. Le couple doit pouvoir être soudé. La famille, on ne peut pas mettre la famille de côté, mais on peut se protéger de la famille. Je vais commencer avec la première partie. Je crois qu'à partir du moment où le conjoint ne travaille pas, il se pose un problème matériel. Et quand il se pose un problème matériel, il faut qu'on ait les yeux ouverts, qu'on regarde tout autour de soi. Les couples qui se portent bien, c'est parce que matériellement ils sont assis. Est-ce que c'est l'argent qui fait le bonheur dans le couple? Non. On va se rendre compte que pour le bonheur dans le couple se trouve dans de toutes petites choses qu'on peut vivre sans emploi, parce que c'est un moment passager, c'est une période qu'on traverse. Et on se dit,
la période, il y a un moment où on va aller au-delà de cette période. Et surtout, que le conjoint qui est en difficulté ne reste pas enfermé dans sa situation. Toujours faire des efforts pour un lendemain meilleur. On a besoin d'argent pour vivre et même pour survivre, certes. Mais si cet argent devient la condition de l'amour, on pense que le problème n'est pas l'argent, le problème est ailleurs. Et on prend l'argent comme bouc émissaire. Mais s'il arrive que le couple se porte entre lui bien et que c'est la difficulté qu'ils traversent qui est en train de les perturber, la force avec laquelle ils vont affronter la situation peut même aider à ce que la situation se résolve le plus tôt possible. Quand on sort de la maison avec un peu plus de joie, un peu plus de paix, les opportunités peuvent se multiplier devant nous. Toujours est-il que essayons de faire tout ce que nous pouvons avec ce que nous avons avant de voir ce que nous ne pouvons pas faire avec ce que nous n'avons pas. Maintenant, la deuxième partie de la question, si le couple tient rarement des rapports sexuels, il y a problème, hein? Pourquoi est-ce que le couple tient rarement des rapports sexuels? Quand on se marie là, est-ce que c'est pour se regarder dans les yeux? On dit je t'aime et on s'arrête là. Si on ne peut pas continuer, ça veut dire qu'il y a problème. Et on doit chercher pourquoi il y a problème. Comment on peut se coucher dans la même chambre, sur le même lit, et on dit qu'on perd rarement des rapports sexuels. Parce que l'homme est où? La femme est où? C'est d'abord là la première interrogation. Qu'est-ce qui fait à ce que je n'attire pas mon conjoint? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne sois pas attiré par mon conjoint? C'est des réponses auxquelles il faut être capable de donner des réponses. Des questions auxquelles il faut être capable de donner des réponses. Et les réponses, c'est chaque couple qui les dit. Si nous essayons de raviver la flamme de notre amour ou de la garder allumée, il n'y aurait pas de raison pour qu'il n'y ait pas d'attirance de l'un vers l'autre. Parce que notre sensualité fait partie de notre être. Notre affectivité est indispensable. Mais alors, quand il y a une difficulté, cherchons où part la difficulté, quelle en est la cause. Si c'est parce que le réseau est perturbé depuis un moment et que MTN Move et tous les autres ne sont pas au courant, c'est une chose. Mais si c'est qu'ils sont au courant et qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché, c'est une autre chose. En langage concret, si le conjoint, alors l'épouse ou l'époux, ne s'est pas rendu compte qu'il y a une difficulté dans leur couple, l'autre peut être totalement refroidi. Ou alors, si c'est rendu compte et que l'autre reste indifférent, la cause est encore plus loin. En essayant de s'arrêter comme nous l'avons proposé tout à l'heure, en échangeant et en communiquant, ensemble nous allons déceler la source du problème et ensemble nous allons essayer d'y trouver des solutions. Aussi longtemps que nous serons deux dans un couple, nous devons tenir compte de chacun. Généralement, les réactions d'aujourd'hui peuvent avoir leur cause depuis la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, bref. Même si nous prenons de la hauteur, arrêtons-nous et essayons d'échanger sur nos difficultés. Cela nous aiderait à éviter pas mal de choses. Ce n'est pas le désir sexuel qu'on n'a pas. On n'arrive pas à exprimer quelquefois son désir. Arriver à ne pas avoir de désir sexuel, ça c'est cliniquement bien avancé, c'est la frigidité. Et même elle a une cause. Les sexologues l'ont démontré. Et pour les domaines particuliers comme ceux-là, et même bien d'autres, n'hésitons pas de nous cultiver. Allons vers les documents ou alors les lieux appropriés pour avoir des conseils qui nous aident.
aideront. Un couple seul est un couple en danger, dit-on souvent. Parce que ce que vous vivez, d'autres l'ont vécu, d'autres le vivront encore. Mais en se rapprochant de ceux qui ont essayé d'étudier la chose et de l'analyser, vous aurez certainement des astuces qui vont vous aider à vous tirer d'affaire. Évitons de rester fermés, mais allons à la bonne adresse. Même ce genre de problèmes ont des solutions. La question sur le réservoir émotionnel est revenue. Pourtant, nous pensons l'avoir expliqué. Le réservoir émotionnel n'est que cette capacité que les conjoints ou alors que chacun essaye de cultiver en lui pour toujours donner, pour toujours tendre vers. Alors ce bien que chacun procure à l'autre lui donne la force de toujours tendre vers. Et généralement, celui qui donne attend recevoir. Ça veut dire, si je t'apporte suffisamment je t'accorde suffisamment de temps, je t'apporte l'attention dont tu as besoin, je prends soin de toi, ça veut dire que j'attends que tu fasses pareil. Et ainsi, tous les deux, nous aurons toujours suffisamment d'éléments sur lesquels nous nous appuyons pour toujours tendre vers. Certes, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais dans ce chemin, nous sommes ensemble, donc de temps en temps, on se tamponne, on se touche, on se colle. Et tendre vers l'autre, c'est se rendre compte qu'il a une difficulté ou alors qu'il s'est arrêté et je vais vers lui. Pour que notre cheminement se poursuive, il faudrait bien que nous soyons ensemble. Quand l'autre s'est arrêté, il y a difficulté, il faut s'arrêter ensemble pour pouvoir essayer de résoudre la difficulté ou le souci qui a fait qu'il s'arrête et ensemble, nous allons avancer. Comment comprendre le langage de son conjoint? On ne va pas s'arrêter là, il y a une séance consacrée au langage de l'amour. Comment savoir qu'on a trouvé la bonne personne, son âme sœur? La question est encore revenue. Comment reconnaître son âme sœur? Personnellement, je ne sais pas si j'ai une réponse. Vous êtes mieux placé pour reconnaître votre âme sœur. Parce que la plupart des gens qui viennent se préparer pour le mariage, ils viennent parce qu'ils vont déjà se marier. Or, ce n'est pas ça. On devrait arriver à la préparation au mariage pour qu'on nous aide à discerner. Parce qu'au thème de la préparation au mariage, on peut vous dire, après vous avoir suivi, on pense que vous devez réfléchir à votre projet. Nous n'allons pas vous aider à choisir l'âme sœur, mais nous avons juste un conseil à donner. Ne pas voir l'âme sœur partout ou ne pas éviter de voir l'âme sœur partout. Parce que le plus souvent, c'est nous-mêmes qui sommes le problème, que nous voulons refléter dans l'autre et nous ne voyons pas en lui l'âme sœur. Aucune personne ne nous viendra d'une menuiserie, tout de taille 60, taille 1,80 m, bassin ainsi, non. C'est une personne qui traîne toute son histoire avec elle, qui sera devant vous. Alors, quels que soient les critères que vous allez vous donner, vous n'allez peut-être pas avoir à 100% ce que vous attendez, mais essayez d'être dans la raison cette fois-là pour voir ce qui est un peu plus vers le positif pour pouvoir fonder un ménage stable. Intellectuel. Et même s'il était intellectuel, chacun a ses compétences. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ces compétences ensemble? C'est pas possible. La dernière question, les 5 critères doivent-ils être tous remplis avant de confirmer? Tous les critères ne peuvent jamais être remplis.
et que les critères qui vous ont été proposés, tant par M. Christian que par nous, ne sont qu'une ébauche. Mais nous vous avons dit l'essentiel, c'est que vous connaissez. Parce que ce que je sais de Marcus, ce n'est pas ce que je sais de l'autre. Ce que je sais de l'autre, encore moins. C'est la relation que vous entretenez qui vous aide à établir des critères. Mais le principal critère est au niveau personnel. Qu'est-ce que je souhaite faire? À quoi est-ce que j'aspire? Et je vais revenir un peu sur notre exemple qu'a évoqué Marcus. Il n'est pas l'exemple facile, parce qu'il n'est même pas à suivre. Mais en ces quelques temps, moi particulièrement, j'ai eu non seulement le temps de le repousser suffisamment, mais particulièrement d'étudier son dossier. Page après page. Donc il ne faut pas entendre 10 jours et croire que non, tout est parti comme une lettre à la poste. Non. Certainement, le plan de Dieu nous a aidés à vite comprendre qu'est-ce que nous devions faire, mais nous avions déjà personnellement chacun un cheminement. Et c'est par rapport à ce cheminement qui n'a pas été difficile pour nous de vite reconnaître celui avec qui nous pouvons faire route. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a que ça après 20 ans qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait leur boulot. Pour l'autre, il y en a qui après 1 an, après 2 ans, chaque couple a son histoire, son parcours et il doit en tenir compte.